En Libye, les combats ont gagné en intensité mardi entre les forces loyales au gouvernement d'union nationale et les troupes du maréchal Khalifa Haftar au sud de Tripoli, après plusieurs jours d'une accalmie relative. Au Malawi, le dépouillement des suffrages a doucement débuté mercredi au lendemain des élections présidentielles et législatives. Les observateurs des ONG locales ont salué le bon déroulement du scrutin. Le Sénégal est presque en ébullition depuis le viol suivi de meurtre de 2 jeunes filles ce week-end. Des actes qui ont relancé la question de la violence faite aux femmes dans le pays. Jack Berthet nous en dira davantage. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Malawi. Le dépouillement des suffrages a doucement débuté mercredi au lendemain des élections présidentielles et législatives. Les observateurs des ONG locales ont salué le bon déroulement des scrutins en dépit de quelques rares incidents. Alors que le pays attend les résultats d'une présidentielle à suspense, la commission électorale a, lors d'un point de presse, mis en garde contre l'utilisation des résultats non officiels. Reportage. Lentement mais sûrement, les dépouillements ont débuté au Malawi au lendemain des élections présidentielles et législatives. En début d'après-midi de mercredi, les bulletins d'à peine 1% des quelques 5000 centres de vote du pays avaient été comptabilisés sur le site internet de la commission électorale. Le premier résultat a été reçu juste après minuit. Jusqu'à présent, nous avons reçu des résultats partiels des bureaux de vote de tout le pays. En attendant les premières tendances sérieuses, les observateurs des ONG locales ont salué le bon déroulement des scrutins en dépit de quelques rares incidents. La présidente de la commission électorale a une nouvelle fois appelé mercredi la population à se méfier des rumeurs. Je souhaite également à nouveau exhorter à faire preuve de prudence au sujet des résultats non officiels. Bien que certains résultats reflètent la manière dont les gens ont voté et contribuent à façonner les attentes, certains sont complètement faux et peuvent inciter à la violence. 7 candidats étaient en lice pour un scrutin à un seul tour qui devrait se résumer à un match à 3 entre le chef de l'État sortant Peter Mutharika, son vice-président Solos Chilima et le chef de l'opposition Lazarus Chakwera. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu ce mercredi par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux législatives du 8 mai dernier. Son nouveau gouvernement est attendu vraisemblablement pour ce week-end. Les détails. Je déclare Cyril Ramaphosa dûment élu président de la République d'Afrique du Sud, a dit le président de la Cour constitutionnelle chargé de présider le vote des députés. La réélection à la présidence du pays de son chef Cyril Ramaphosa au pouvoir depuis 2018 était donc une pure formalité. Il a été reconduit pour un mandat de 5 ans sans qu'aucun vote ne soit organisé en l'absence d'autres candidats. L'ANC a réalisé le 8 mai le plus mauvais score de son histoire à des élections nationales avec 57,5%, mais a conservé la majorité absolue au sein de la Chambre basse avec 230 sièges. Ramaphosa, 66 ans, dirige l'Afrique du Sud depuis la démission forcée en février 2018 de Jacob Zuma, poussé vers la sortie par l'ANC en raison des forts soupçons de corruption pesant sur lui. Très formelle, la session inaugurale de l'Assemblée nationale a démarré mercredi par un coup de théâtre. L'ANC a annoncé que 2 personnalités du gouvernement, le vice-président du pays David Mabuza et l'actuel ministre de l'Environnement Mvula Mokonyane, tous 2 proches de l'ex-président Zuma, ne prêteraient pas serment dans l'immédiat comme député. Mabuza a demandé à reporter sa prestation de serment à la suite d'un rapport de la commission d'éthique de l'ANC qui le soupçonne d'avoir porté préjudice à l'intégrité du parti, a expliqué la formation dans un communiqué. Cette décision a immédiatement soulevé des spéculations sur le maintien ou non de Mabuza à son poste de vice-président de l'Afrique du Sud, alors que Ramaphosa devrait annoncer ce week-end la composition de son nouveau gouvernement.
Des milliers de partisans de la majorité en Guinée-Bissau ont manifesté à nouveau mercredi dans la capitale pour réclamer au président José Mario Vaz la nomination d'un gouvernement dirigé par leur chef Domingos Sibouès Pereira. Une marche du PAIG et de ses alliés, du moins le 14 mai dernier, avait déjà réuni des milliers de personnes réclamant un gouvernement dirigé par Pereira, dont la majorité parlementaire a transmis le 26 avril dernier au chef de l'État le nom pour le poste de Premier ministre. Reportage. La manifestation de ce mercredi coïncide avec une nouvelle grève de 3 jours lancée mardi dans l'administration publique et les services de l'eau et de l'électricité pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et de meilleures conditions de travail. La marche est partie de la banlieue nord de Bissau, d'où des milliers de personnes convergeaient vers le port. Point final du rassemblement, selon un journaliste. Des responsables du PAIGC, dont Pereira, et de partis alliés participaient à la manifestation, encadrée par un service d'ordre des militants. Les manifestants abordaient des t-shirts du PAIGC et portaient des banderoles et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, « Le peuple exige la nomination immédiate d'un Premier ministre ». Ces slogans étaient également scandés par les participants. Des policiers étaient postés près du palais présidentiel et sur les rues alentours, fermés à la circulation. Le PAIGC et ses alliés contrôlent 54 sièges sur 102 au Parlement. Le MADEM, formé par 15 députés frondeurs du PAIGC qu'ils ont amputé de sa majorité absolue dans l'Assemblée sortante, et le Parti pour la rénovation sociale se partagent les 48 restants, respectivement 27 et 21. Depuis la reprise des travaux parlementaires le 18 avril dernier, les débats achoppent sur le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée, revendiqué par le MADEM pour un de ses dirigeants, Brahima Kamara, mais rejeté par le PAIGC. Le MADEM et le PRS ont saisi la Cour suprême, mais malgré le rejet de ce recours le 15 mai dernier, Vaz, lui-même en fin de mandat, a laissé entendre la semaine dernière qu'il ne comptait pas pour le moment nommer Pereira Premier ministre, appelant les Bissau-Guinéens à se parler et à débattre de leurs problèmes. En Libye, les combats ont gagné en intensité mardi entre les forces loyales au gouvernement d'union nationale et les troupes du maréchal Khalifa Haftar au sud de Tripoli. Après plusieurs jours d'une accalmie relative, les affrontements ont repris au moment où l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salaneh, mettait en garde devant le Conseil de sécurité de l'ONU contre le début d'une guerre longue et sanglante. Plus de 6 semaines après le début de leur assaut sur Tripoli, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, et son autoproclamée armée nationale libyenne font toujours face à une résistance farouche des forces du gouvernement d'union nationale, reconnues par la communauté internationale. Des tirs à l'artillerie lourde ont été entendus mardi depuis le centre de la capitale. Il s'agit des affrontements les plus violents depuis le début du mois de jeûne musulman du Ramadan, le 6 mai dernier. Des affrontements ont eu lieu notamment dans le quartier de Salah Eddine, en banlieue sud, où les forces loyales au gouvernement d'union nationale ont gagné du terrain, selon leur porte-parole. Ce même mardi, l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, qui était devant le Conseil de sécurité à New York, a mis en garde contre une guerre longue et sanglante. Il a averti que la Libye est sur le point de tomber dans une guerre civile qui pourrait conduire à la division permanente du pays. Depuis le 4 avril, les combats ont fait 510 morts et 2467 blessés, selon un bilan communiqué lundi par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'ONU, plus de 75 000 personnes ont aussi été obligées de fuir et plus de 100 000 personnes sont prises au piège des combats aux abords de Tripoli. Ils ont fait savoir mardi qu'ils soutiendraient le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dans sa lutte contre la corruption. Des propos qui font suite à la visite d'une délégation américaine dans le pays. Les États-Unis soutiennent l'engagement du président Félix Tshisekedi de lutter contre la corruption et d'améliorer l'état de droit en République démocratique du Congo, a déclaré le sous-secrétaire d'État adjointe des États-Unis, chargé du Bureau international des stupéfiants et de l'application de la loi, Iver Merritt, cité dans un communiqué.
Mérite a visité la République démocratique du Congo ces derniers jours pour approfondir le partenariat entre les États-Unis et la RDC en matière de sécurité civile et d'état de droit. Investi le 24 janvier, le président Félix Tshisekedi a été reçu à Washington par le secrétaire d'État Mike Pompeo début avril. À Kinshasa, l'ambassadeur américain Mike Hammer ne manque jamais de le soutenir. Il a salué ce lundi un autre pas en avant dans la démocratie en République démocratique du Congo, avec le retour au pays de l'opposant Moïse Katumbi après 3 ans d'exil. Je combattrai avec la dernière énergie la corruption, le détournement de deniers publics, a récemment lancé Félix Tshisekedi devant les gouverneurs des provinces à qui il a demandé un comportement exemplaire. À cette occasion, il s'est déclaré choqué par les tracasseries administratives, policières et militaires auxquelles fait face la population. Le ministre provincial des Finances de la région de Kinshasa a été suspendu début mai pour avoir contracté des dettes au nom de la collectivité sans passer par l'Assemblée provinciale. Pour rappel, la République démocratique du Congo est l'un des 20 pays perçus comme les plus corrompus au monde, selon l'indice de l'ONG Transparency International. Le Sénégal est presque en ébullition depuis le viol suivi de meurtre de 2 jeunes filles ce week-end. Des actes qui ont relancé la question de la violence faite aux femmes dans le pays. Sur les réseaux sociaux, les Sénégalais dénoncent avec fermeté des actes odieux, criminels. Ils interpellent les autorités et appellent également à stopper d'urgence le phénomène. C'est le même son de cloche de la part des organisations de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme. Amnesty International Sénégal, par la voix de son directeur exécutif, a dénoncé un acte inqualifiable et appelle à traquer vite les auteurs. On suit au micro de notre correspondant au Sénégal, Jacques Berthet. Nous condamnons ces meurtres sur des femmes. Tous les meurtres qui ont eu lieu ce week-end ont concerné des femmes. Il est allégué que ces meurtres ont été précédés de viols. Donc, c'est des meurtres donc, qui ont visé des femmes qu'on peut considérer comme étant des violences faites aux femmes. Il faut que la police et la gendarmerie déploient les moyens, y compris la police scientifique, pour appréhender très rapidement les auteurs de ces meurtres, n'est-ce pas, et les livrer à la justice. Il faut en outre, pour les cas de viol suivi de meurtre, réfléchir sur comment peut-être corser les peines, faire en sorte que les peines soient beaucoup plus sévères. Justement pour dissuader ce type de crimes qui visent les femmes et qui donc, pour cette raison-là, méritent d'être combattus de façon résolue. On vous l'avait annoncé hier, le capitaine de l'équipe nationale de football du Ghana, Samoa Gyan, a décidé mercredi, sur demande du président, de revenir sur sa décision de prendre sa retraite internationale à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Il avait annoncé sa retraite internationale en début de semaine afin de protester contre l'intention du sélectionneur Kwesi Appiah de vouloir nommer un autre capitaine à la CAN. Alors qu'il avait annoncé en début de semaine sa retraite internationale à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Asamoah Gyan est revenu sur sa décision ce mercredi. Le capitaine des Black Stars, qui dit avoir reconsidéré sa position sur une demande présidentielle formulée par le chef de l'État ghanéen Nana Akufo-Addo, a annoncé qu'il se rendra disponible pour une sélection par le coach du 11 national. À travers un communiqué, l'attaquant de 33 ans a réaffirmé son ardent désir d'aider le Ghana à décrocher le trophée de la CAN après plus de 30 années d'attente. Asamoah Gyan avait annoncé lundi sa décision de prendre sa retraite internationale pour protester contre l'intention du sélectionneur Kwesi Appiah de ne pas le nommer capitaine durant le tournoi continental qui débute le 21 juin prochain en Égypte. Mais le président ghanéen Nana Akufo-Addo lui a téléphoné mardi en Turquie où il évolue dans le club de Kayserispor pour le faire changer d'avis. Asamoah Gyan, qui joue en équipe nationale depuis 2003 dès l'âge de 17 ans, est le meilleur buteur des Black Stars avec 51 buts en 106 sélections. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de Stika. À très bientôt.